Alors tu gagnais combien par mois? Je dirais entre... Moi, je vous dirais comme conseil, travailler, tester, ne rien lâcher, bien s'entourer. On vit aussi à travers les autres et d'autres dans le sens où quand vous voulez arrêter de faire quelque chose ou vous mettre à quelque chose, une chose qui est importante et qui peut beaucoup marcher et servir, c'est d'en parler. Imagine les gens demain, ils te voient en train de faire serveur dans un restaurant. On s'est mis, nous, dans un mindset entrepreneurial et c'est ça, en fait, qui a tout fait. On s'est juste dit, maintenant, on va gagner de l'argent. C'est un gros problème, c'est qu'être entrepreneur, faut savoir se discipliner. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, un petit peu plus décontracté que d'habitude, avec Angelo et Rodolphe. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet un petit peu plus léger, j'ai envie de dire nos histoires personnelles respectives, donc dans l'entrepreneuriat, comment on est arrivé aujourd'hui là où on en est, comment on a monté notre société, comment on s'est associé finalement. Chacun va raconter un petit peu ses anecdotes, ses histoires. Je pense qu'il y en a quelques-unes quand même. Et voilà, voir un petit peu où ça va nous mener, tout ça, quoi. Lui, ça va être long. Hein. Ah, je crois, je crois qu'il a commencé à 13 ans, 14 ans. Ouais, j'ai commencé contrôleur SNCF, moi. Toi, t'as commencé tôt, non? À 13 ans. J'ai commencé tôt à bosser, ouais. En fait, moi, de base, j'ai fait un stage de 3e où j'ai pas vraiment bossé, j'ai fionné. C'était un stage avec mon père, tu vois. Ok. Tu prends dans l'entreprise de ton père, tu fais 2 jours, ça te gonfle et tu vas plus. Et après, j'ai fait un lycée pro pour faire des études de commerce parce que c'est pas que je voulais pas faire de général, c'est que eux ils voulaient pas que je vienne en général, tu vois. C'est que j'avais pas les compétences pour. Ok. Et j'ai fait, comment ça s'appelle, MRCU, je crois, métier relations clients et usagers, où tu passes un BEP, puis à la fin tu passes ton bac. Et en gros, tu dois faire des stages, style 4, 6 ou 8 semaines par an, je crois. Et moi, j'ai commencé dans une entreprise, j'étais fan d'airsoft. Je kiffais l'airsoft, simulation militaire, etc. Et je suis allé déposer mon CV sur place, tu vois, ce que très peu de jeunes faisaient à l'époque. Et en fait, le gars, il a bien aimé ça, il m'a dit, bah vas-y, je te prends. Dans quelle année, là? Né en 2015. Ok. C'est ça. Et en fait, je commence à travailler dans ce magasin-là, mais il s'avère que le patron faisait plein de choses. Et en fait, il m'a toujours inclus dans ces différentes sociétés, différents projets, etc. Ce qui fait que j'ai vite découvert la gestion de projet, l'entrepreneuriat, la gestion des équipes, etc., etc. Et donc, ça m'a donné goût vraiment pour au final, l'entrepreneuriat de manière générale, hein, construire des projets, faire des choses, que ce soit au lycée, en école de commerce, etc. Donc, ouais, j'ai commencé assez tôt. Assez tôt. Et toi? Moi, j'ai eu un autre métier, une autre vie avant, en région parisienne. J'étais fonctionnaire. Je dirais pas ce que c'est tout de suite. Je suis un peu mystère. Tu veux pas dire à nos Travailler à la auditeurs? poste? C'était un métier compliqué. Un métier différent. Mais Travailler à la poste? C'était intéressant. Je travaillais à la poste. Le mec, il fait tout ça pour finalement dire je travaille à la poste. Les inscriptions dans les crèches, tout ça, c'était toi? Je travaillais pour le gouvernement. Je veux pas trop en parler, voilà, parce que sinon je risque de mourir. Mais ouais, tant que ça. c'était un métier différent et c'est toi en fait finalement. Mes débuts dans l'entrepreneuriat, ils arrivent un peu après toi parce que c'est toi qui as commencé à travailler. À se faire arnaquer. On Mais non. On va y venir juste après. Non, On mais va- si, c'est quand même une belle, ça va être une belle transition, mais oui. Ouais, tu t'es fait fait tirer 1500. Bah ça va. Oui, ça va. Ça va. Mais non, mais avec Amazon, donc finalement, ce serait peut-être un petit peu à toi de commencer avant moi, parce que mon histoire entrepreneuriale commence grâce à toi et un peu après toi. Comment elle commence, toi, ton histoire entrepreneuriale? Comment elle commence? Elle commence par se faire avoir. Mais c'est Elle pas de la- commence Attends, moi je veux savoir, on était en quelle année? Est-ce que c'était il y a longtemps ou pas? Waouh. 2017, Ok. exactement. Je dirais même février 2017. Ok. Ok. En fait, j'avais un petit pécule de côté, j'avais un petit peu d'argent de côté. Et je sais pas, je commence à m'intéresser à la crypto à ce moment-là. Je sais plus exactement d'où ça m'est venu et je pourrais pas dire exactement aujourd'hui. J'ai vu un tel en parler, c'est lui qui m'a donné l'idée, je ne sais plus exactement. Mais je m'y intéresse. À ce moment-là, le Bitcoin était à 3300 ou 3400 euros. On peut en parler de ça, du prix du Bitcoin à cette époque-là? Ça va me tendre. Ah, on peut en parler. Combien le prix du Bitcoin à cette époque-là? À l'époque, si je me trompe pas, janvier ou février 2017, il était pas loin, dans les alentours de 3000 euros, grosso modo. Je m'intéresse un petit peu à tout ce monde-là et je commence à acheter un petit peu de crypto sur des plateformes basiques assez connues. Et je me tourne vers une plateforme qui s'appelle d'ailleurs blockchain.com, qui est encore active aujourd'hui, qui fonctionne.
Et donc j'achète mes cryptos, etc. J'avais même, à l'époque, je faisais de l'achat de crypto de particulier à particulier. J'achetais des cryptos directement, une transaction externe à une plateforme classique où j'achetais directement à la plateforme. Mais ça se passait bien. Donc j'avais mes cryptos et moi je suis du genre à vouloir tout sécuriser. Du coup, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Ledger Nano. Et du coup, j'arrive à transférer mes cryptos dessus, je suis content. Donc Ledger, pour ceux qui ne savent pas, c'est un hardware oui. qui permet de garder ses cryptos. Donc soit vous pouvez stocker vos cryptos chez un broker, donc Binance, Coinbase, etc. Ou même des wallets un peu comme MetaMask. Ou alors vous pouvez décider de les... C'est ça, de les stocker sur quelque chose de physique. Donc là, vous avez réellement vos cryptos en physique, mais c'est ce qui est un petit peu risqué. C'est pour ça qu'il y en a qui se font enlever en plein Paris, d'ailleurs. Donc du coup, mais bon, c'est à la fois sécurisé parce que personne ne peut vous les piquer en mode hacking, mais en même temps, vous les avez en physique, quoi. Comme du cash, finalement. Presque. Il faut quand même mais à chaque fois, il va falloir les sortir, finalement. Et c'est là où tout a commencé, c'est-à-dire que j'ai réussi à mettre les cryptos dessus et j'ai voulu les retirer. En fait, j'ai voulu pouvoir faire cette manip, de me dire, c'est bon, j'ai réussi à les mettre, je veux pouvoir les retirer. Et je n'ai jamais réussi. C'est-à-dire que j'ai galéré, j'ai passé des heures et des heures, je comprenais pas. C'était un peu technique quand même, hein. Il y avait des petites notions un peu techniques à savoir. C'était Ledger, la marque Ledger quand même ? Parce que c'est une marque Ledger, je crois. Hein. Oui, il me semble. Okay. Oui. Okay. Et du coup, bon, j'étais novice moi dans le domaine, donc je maîtrisais pas forcément tous les outils et toutes les plateformes, etc. Donc j'avais réussi à les mettre dessus, mais j'arrivais pas à les sortir. Qu'est-ce que je fais ? J'étais jeune. Donc j'étais, franchement, voilà, je m'en veux aujourd'hui. Clairement, je m'en veux, mais aujourd'hui, c'est aussi ce qui m'a donné cette claque entrepreneuriale. T'es quoi, 22 piges, 23 piges ? Ouais. Et du coup, je contacte un mec sur blockchain.com qui peut t'aider de la page Facebook. Blockchain.com. Ah ouais. Sauf que sur Facebook, on n'est pas à l'abri d'avoir des hackers ou des mecs qui se sont bien placés ou des mecs qui se placent dans les chats. On ne sait pas comment ça se passe. Enfin, je ne sais pas exactement comment il s'est placé. Mais ou je sais plus si c'est moi qui ai carrément fait l'erreur de commenter une publication ou d'aller interagir avec un mec où c'était marqué assistant peut-être que le mec blockchain. est venu te voir, bonjour, je suis un mec de alors je sais plus si c'est lui qui est venu me voir parce que j'ai déposé un commentaire en mode je cherche de l'aide, ou si c'est moi qui ai cliqué sur le nom du mec qui avait marqué un commentaire en mode je peux vous aider, et c'est marqué pour une autre publication d'une autre personne, et j'ai cliqué dessus parce que c'était marqué assistant blockchain.com sur la page blockchain.com. Donc c'était subtil, mais moi j'étais jeune et un peu paniqué parce que je me suis dit attends, à l'époque bon c'était 1500 balles, mais j'avais mis 1500 balles en tout de crypto, donc Bitcoin, Ethereum, j'avais un peu de tout, donc pour moi c'était quand même conséquent. Le mec me contacte ou je le contacte, je sais plus exactement, et on passe littéralement 6 heures ou 6 ou 7 heures sur justement à essayer de sortir les cryptos et les remettre sur mon hot wallet. Visio Pas en visio, non, on était vraiment en échange de messages sur Messenger en fait. Il n'y avait pas de call, c'était que du textuel. C'était que du textuel. Okay. Mais le mec ne lâche rien. C'était un Français ? Oui, c'était un Français. Ah, il parlait très bien. Enfin, j'en sais rien. Mais il en tout cas, il parlait très bien français. Ouais. Il ne lâchait rien. Il s'est comporté, c'est pour ça que là, on va mettre un petit peu de mise en garde, il s'est comporté comme un assistant, mais parfait de la plateforme, qui n'a rien lâché. Et même si on a passé des heures et des heures à galérer à le faire, lui, il a passé tout son après-midi comme moi à essayer de m'aider justement à sortir ses cryptos. Au moment... Faut imaginer que moi déjà je suis en stress depuis quelques jours, je galère et tout, je suis pas bien par rapport à ça, je contacte le mec et tout, on passe des heures et des heures dessus, je suis encore novice dans le domaine, etc. Et arrivé, je me rappelle à 20h et quelques le soir, finalement je vois que ça y est, on arrive à faire la transac, à sortir le truc, sauf qu'à ce moment-là, il me dit, là il faut que tu mettes ta passe-phrase, donc les fameux 24 mots pour déverrouiller le wallet qu'il ne faut absolument jamais communiquer de quelconque manière. Et moi, sous la fatigue, sous le côté novice, le côté machin. Au bout de 6 heures, t'as un peu confiance. Je suis fatigué, machin, j'ai confiance en lui. Ça fait 6 heures qu'il m'aide et tout, c'est bon. Ouais. Je lui lâche la passe-phrase. Ça a duré 2 minutes. En 2 minutes, il m'a dit, c'est bon, là, c'est bon, les transactions sont faites. Boum. Il m'a dit, tu peux aller regarder ton truc. Je suis allé regarder mon truc, j'ai cliqué. Boum. Il n'y avait plus rien. C'était marqué 0. Tu peux aller regarder ton truc, le temps, en fait, que j'aille regarder le truc, il m'a bloqué sur Facebook, pardon. Il m'a bloqué, c'est terminé.
Et je l'ai compris instantanément que je m'étais fait entuber parce que je me suis dit, il n'y a plus rien. Et j'aurais pu croire que c'était encore un bug et lui dire, non, j'ai compris instantanément que je m'étais fait avoir sur Il t'a vidé ton ledger. Il m'a vidé le ledger, il a tout pris. Il m'a laissé. Alors, petite anecdote, j'ai retrouvé un mail de blockchain.com il n'y a pas longtemps qui me proposait des je sais plus quoi et j'ai recliqué dessus par hasard. Et je me suis dit, ça se trouve, j'ai encore les identifiants, ça se trouve, je peux encore me connecter sur le compte. Parce qu'au final, c'est pas le compte qui est. Enfin, c'est pas la plateforme qui était fautive. Bah. Et donc, je me connecte sur le compte, je vois mon portefeuille. Il y avait 19 centimes dessus. Il restait un XRP, un truc comme ça qu'il avait laissé. Wow. Et j'ai vu, du coup, j'ai retrouvé les transactions de l'époque. J'ai vu, c'était je sais plus exactement la date, bref, mais c'était vers cette date-là, de janvier-février. J'ai retrouvé la date, j'ai retrouvé la transaction, son wallet à lui. C'est terrible. Ah ouais. C'est terrible. Les Mais boules. faut pas retourner dessus parce que là tu retrouves la date, tu regardes à combien étaient les cryptos et tout, tu te dis putain, je En sais Ah, soi, mais t'as c'était marqué équivalent aujourd'hui à 40 000 euros. Wow. 40 T'as 40 même 000. l'adresse de transaction en plus. L'adresse J'ai sur l'adresse- laquelle j'ai il sur- s'est j'ai l'adresse, ouais. envoyé. Bah oui, J'ai faut rien en faire, essayé de mais- faire des recherches avec l'adresse du wallet. Il a été delete instantanément après la Ah, c'est transaction. des adresses éphémères. En fait, ils font la transaction. Ils font la transaction et boum, ils suppriment les wallets Wow. directs. En fait, hein. Donc voilà, faites très hardcore. attention avec les cryptos. J'ai eu une très mauvaise expérience qui m'a quand même finalement mis une bonne claque parce que je me suis dit après, je me rappelle m'être assis dans mon jardin, la tête un peu entre les genoux et je me suis dit, je vais récupérer mon argent. Je vais récupérer mon argent de quelconque manière que ce soit, mais de manière honnête et légale. Et ça va être sur Internet. Je l'ai perdu en ligne, je vais le récupérer en ligne. Ah, c'est ça qui a été la transition c'est ça qui a été la entre transition. ta fin d'être salarié et entrepreneur. Voilà, et après, tu as exactement. commencé le business en ligne. Exactement. C'est Incroyable. Je t'ai J'avais dit, pas capté que c'était ça qui avait été un peu C'est le ça point qui a de été départ le pour point toi. de départ, c'était le choc en fait, le choc émotionnel qui m'a fait non mais c'est pas possible, il faut que je les récupère d'une manière. Et c'est là que je me suis intéressé après Toi, tu au marches au site choc, web, tu marches au choc émotionnel. Toi, t'as eu aussi, on en parlera peut-être une prochaine fois, mais t'as eu aussi un choc émotionnel qui t'a fait te mettre à la muscu. Oui. L'histoire du bus là, mais c'est ouf. C'est vrai. Incroyable. C'est vrai. Mais en fait, on fonctionne tous beaucoup par l'émotion, et, donc forcément, quand des fois t'as des chocs, ça te Ah, tu change prends des les virages, idées, quoi. tu prends des virages, tu changes d'envie, de mindset quoi. Bah, c'est des événements, c'est le pourquoi tu fais ça. T'as tripoté Non. un peu la crypto toi déjà? Ben, j'allais en parler, je viens de racheter un peu de Link là. Et moi, vous me connaissez les gars, moi j'y connais rien du tout en crypto. Par contre, de temps à autre, je rencontre des gars. Là, ce week-end, j'étais en enterrement de vie de garçon de mon cousin. Et il y a un gars, le fameux gars dont je vous ai parlé, qui est vraiment hyper intelligent, etc., qui s'y connaît bien. Et tu sais, ça se sentait, il était honnête. Il m'a dit, ouais, moi, putain, si je pouvais, je mettrais ma maison là sur le Link et tout. Je dis, écoute, j'ai mis 2-3 pièces dessus. Je me suis dit, au pire des cas, je le perds, c'est pas très grave. T'es sur Et Binance du coup, même pas, je l'ai fait sur mon compte Revolut. Mais oui, j'ai un compte Binance. Ok. J'avais de l'argent avant, mais toujours en suivant des conseils qu'on me donnait. Mais j'ai jamais mis beaucoup d'argent en crypto parce que j'y connais rien. Et quand j'y connais rien, à part si c'est l'un de vous deux ou quoi qui me donne vraiment des conseils ou que je paye un gars pour qu'il me fasse investir en crypto, je le ferai pas naturellement de moi-même parce que je suis trop impulsif. Moi, même en tant que joueur de casino, je suis trop impulsif. Je peux mettre 200 €, je monte à 15 000 et je les perds direct. Après, tu as des manières C'est- plus ou moins subtiles d'investir dans la crypto. Tu peux investir de manière au compte-goutte, donc un peu comme tu investirais dans des actions, au fur et à mesure, tu investis un peu, mais il faut toujours savoir qu'effectivement, c'est tellement volatile que tu n'as Ouais. aucune garantie que ce soit stable autant Là- que la bourse, autant qu'autre chose. Quoi. C'est ça, là, je l'ai fait un peu comme si je jouais au casino. Tu vois, moi, quand ça fait longtemps, ça fait des années que je suis pas allé au casino. Je dis des années comme si j'avais 40 ans, tu sais. Elle est belle la courbe du Link, hein. Ouais, elle est jolie. C'est vrai que ça envoie Ok. un peu. Hein. J'ai acheté à 12, à 7, je sais plus. Ok, j'ai un peu de crypto. Moi, j'ai diversifié un petit peu. Bon, je suis vraiment le dernier gars pour donner des conseils crypto, mais ce que je sais, c'est qu'il faut surtout diversifier, pas mettre ses œufs dans le même panier. Ça Et marche pour tous. si même si tu investis 100 ou 200 Voilà, balles, bah, j'ai- tu mets 30 balles de ci, 30 balles de ça, tu diversifies un peu, quoi. Là, j'ai du Link, du Akash Network, du Hondo et du Solana. Solana, Paul- c'est pas mal. Ouais. Polkadot, j'ai tout vendu. Ok. J'ai plus. J'ai plus, mais quand tu regardes la courbe, tu te dis que j'aurais dû garder. Mais bref, j'y connais rien. Et du coup, le seul moyen pour moi d'investir en crypto et d'être sûr de pas faire de bêtises, c'est de mettre 2-3 pièces de temps à autre et de jamais aller voir mon wallet et combien il y a dessus. Tu vois. Ouais, comme des économies. Bah, et puis, comme dit Alex, tant que tu passes pas L'investissement un peu long terme. ta phrase secrète, ça craint rien, quoi. C'est ça. Mm. C'est ça. Après, j'avais Ok. un compte Binance et tout, mais il doit rester de l'argent dessus. Il y a peut-être 10 €, 5 €. Je sais pas. Tu sais, ça, à l'époque, j'ai vraiment pas grand-chose, quoi. Et du coup, ton début d'entrepreneuriat, ça commence comment après? Et bah, du coup, ça commence par.
chercher comment faire de l'argent sur Internet. Donc tu tapes la phrase que tout le monde C'est a génial. déjà tapé un jour. Il y avait Comment pas de je peux ChatGPT. faire de l'argent Il y avait non, pas de ChatGPT. Non. je tapais comment faire de l'argent sur Internet, sur Google. Et bah là, tu tombes sur toute la masse d'influenceurs du digital, etc. Des formations avec les de webinaires formations, gratuits. etc. Il y a beaucoup de modes en plus. Dans ces temps-là, même aujourd'hui, chaque année, il y a des modes. Alors à l'époque, Le c'était e-commerce qui beaucoup, revient, il y a beaucoup Shopify. Si on peut parler un peu de trend un peu dans le digital, Shopify était vraiment à son prime. Bah, c'était l'ascension de Jean-Michel, là. Ouais, tout à fait. Et je peux le dire, c'est vrai que je me suis quand même pas mal formé et j'ai appris quand même pas mal de choses grâce aux vidéos de Yomi Denzel. Donc finalement, c'est aussi grâce à lui que je dois là où j'en suis aujourd'hui, parce que c'est lui qui m'a un peu donné la motive, c'est lui qui m'a dit, qui nous a montré finalement comment monter des boutiques facilement. Tu nous dis souvent que t'as commencé à le follow, il avait combien de followers, toi? Sur 12 000. YouTube? Ah ouais, c'est ouf. Il avait 12 000 à peu près followers. Imagine maintenant ce qu'il a comme... Donc ouais, j'ai quand même senti un peu le flair. J'ai eu le flair quand même de me dire que ce gars-là, il avait du bagage et que voilà, c'est pour ça qu'il en est là aujourd'hui. Et finalement, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier et j'ai commencé à créer mes premières boutiques sur Shopify, etc. Ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas marché. J'avais pas toutes les notions du business derrière, donc le marketing, l'image de marque, le branding, voilà. J'avais pas les ads, etc. Pas du tout, j'avais aucune notion de tout ça. Je connaissais pas encore Digico, qui n'était pas encore là. Et du coup, voilà, j'ai commencé à monter mes premiers sites. Je me rappelle, ma première boutique, c'était une boutique de cosmétiques. Je vendais des fossiles, je vendais des accessoires un peu de beauté, voilà, des trousses de soins, etc. Du coup. En dropshipping. C'était totalement la mode et à l'époque, personne connaissait ce mot-là. Maintenant, il a été diabolisé. Les gens savent pas forcément non plus ce que c'est. Non, faut juste pas dire le mot parce que ça fait paniquer tout le monde. Ils ne savent toujours pas vraiment ce que c'est, je pense, pour la plupart des gens. Ils se disent, ouais, dropshipping, c'est un truc chinois là qui vient, machin. C'est pas vraiment ça. Le dropshipping, c'est une manière de faire du commerce, en fait. C'est le fait d'acheter à un fournisseur et de ne pas passer directement par sa propre entreprise ou son local et de l'envoyer directement à son client. Mais il y a des manières très très propres de le faire. Ouais. Il y a des très bonnes boutiques en drop. Il y a des très bonnes boutiques en drop, il y a des très bons produits en drop. Il suffit par contre d'aller chercher le bon produit, voilà, d'avoir des bons agents là-bas sur place qui font vraiment le taf, qui a un bon packaging, un bon SAV, c'est très important. Voilà. Le drop, pour qu'on le rappelle, si on devait faire un petit schéma, en fait, c'est uniquement se placer sa boutique en ligne comme intermédiaire entre un fournisseur et un client. Le client va passer commande sur votre boutique et en fait, le fournisseur va envoyer le produit directement au client. Donc, vous n'avez pas de souci de stock, etc. Le problème qui se pose en général, ou du moins à l'époque, il n'y avait pas les histoires d'agents de sourcing sur place, etc. C'est que le client recevait un produit, effectivement, qui arrivait d'une usine en Chine, pas de branding, pas de packaging. Alors, maintenant, il y a des boutiques en drop qui font ça proprement, des agents de sourcing sur place qui... Je dirais même que le problème en soi, c'est pas tant, encore une fois, le dropshipping en lui-même, c'est qu'il y a eu une trend un peu autour de ça. Parce que, en fait, certains business ont commencé à travailler avec des influenceurs, donc aussi sous le coup de, finalement, ce que vantait un petit peu de Yomi, donc le fait de travailler avec des influenceurs, de travailler avec des marques, etc. Donc, il y a eu un engouement pour ça. On s'est dit, on peut vite créer une boutique en ligne facilement, c'est rapide, c'est simple. Voilà. Donc, les gens, n'importe qui, monsieur et madame tout le monde, et moi-même, même si je me suis un petit peu formé, mais moi-même, j'étais un peu monsieur et madame tout le monde, j'ai appris sur le tas, finalement, a voulu lancer sa boutique, essayer d'acheter un truc en Chine, machin, essayer de le revendre. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Finalement, le commerce, ça marche pas comme ça. J'ai même essayé de contacter des influenceuses pour vendre mes produits. Voilà, j'ai craché quelques centaines d'euros pour essayer de faire quelques vues. J'ai fait quelques ventes tout au plus, mais c'était ridicule. Et j'allais pas en faire un business et j'allais pas en vivre. Mais parce que tu le faisais bien. Et c'est là aussi où, des fois, dans l'entrepreneuriat, comme c'est un peu le thème de la vidéo aussi, on dit souvent qu'il y a beaucoup plus de chances qu'un idiot devienne riche plutôt qu'un gars intelligent devienne riche. Parce que le gars intelligent, il va réfléchir, il va faire son plan d'action, il va tester, il va faire une belle boutique, il va contacter les influenceurs, regarder les délais de livraison, etc. Se poser 1000 questions. Alors que le gars qui est un peu idiot, lui, il va dire, moi, je veux faire de l'argent, moi, un produit, pub, client. Très bien, bam, il va trouver un produit, il regarde même pas les délais de livraison, le SAV et tout, il teste, il envoie 1000 balles de budget ads, ça cartonne. Tant mieux, ça cartonne pas, il recommence. Et au final, il va faire ça jusqu'à ce que ça marche. Ta boutique en ligne, t'aurais fait du ads comme aujourd'hui on fait pour nos clients avec Digico, ça aurait peut-être changé la donne. Mais à l'époque, on savait pas. C'était réservé à des experts certifiés. C'est venu dans un second temps, en fait, ça. Ça a d'abord été un peu le côté un peu influenceur, etc. On parlait aussi de faire des ads et de faire de la pub sur Facebook.
Mais forcément, la pub sur Facebook, c'est cher. Donc, vanter les mérites de ça, c'était pas à la portée non plus de tout le monde. Et moi, j'avais pas forcément le budget non plus, en fait, pour me lancer là-dedans. Donc, bon, bref, j'ai monté ma première boutique, ma deuxième boutique, ma troisième boutique. Ça n'a jamais vraiment décollé ni marché. Finalement, entre-temps, j'ai suivi une formation, en fait, pour bosser sur Amazon. Donc, pour travailler en tant que, finalement, vendeur Amazon. Donc, il faut le savoir, Amazon, il n'y a pas uniquement des gens qui travaillent, qui sont salariés chez Amazon, qui vous vendent des produits Amazon de chez Amazon. Enfin, il faut oublier ça. eBay, etc., c'est pareil, d'ailleurs. Voilà. Hein. Ça reste une marketplace avec beaucoup de vendeurs, des millions de vendeurs externes à Amazon et qui vendent sur la plateforme, finalement. Est-ce que c'est du drop, du coup, aussi? Il n'y a pas que du drop. Il y a toutes les manières digitales de faire du commerce. Tu peux vendre un produit que tu as dans ton garage. Oui. Mais tu peux aussi vendre un produit que tu fais livrer depuis une usine en Chine, par exemple. T'es hébergé sur Amazon, et après Amazon, il s'en manque de comment tu livres. Et tu peux également, la meilleure manière aujourd'hui pour le faire, c'est, à l'époque c'était Amazon FBA, si je me trompe pas. Oui. C'est le fait d'envoyer son stock chez Amazon pour avoir accès justement aux livraisons Prime, etc. Incroyable. Et pour envoyer ses produits. Mais en soi, ça pourrait être du drop, sauf que personne ne s'en plaint parce que tu bénéficies du magnifique, disons-le, hein, Amazon, ils ont leurs défauts, mais en termes de service client, c'est des machines. On va en parler. T'es pas content, tu renvoies, tu reçois pas, ils t'en envoient un deuxième. C'est le bonheur pour les clients. C'est moins le bonheur pour les vendeurs. On peut en parler, parce que c'est aussi ça qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent de vendre sur Amazon. Il y a beaucoup de vendeurs, il y a beaucoup de sociétés qui ne peuvent plus vendre directement sur la plateforme parce qu'elle est gérée principalement par un algorithme. Donc, quand tu interagis avec la plateforme, tu parles avec un algorithme. Donc, c'est pas nouveau. Il y a plein de plateformes qui utilisent des algorithmes. Ok, très bien. T'as jamais un gadget chez Amazon au bout du clavier, quoi? Non. Wow. Non, en tout cas à l'époque, jusqu'en 2020 du moins, non. Ça peut clairement pas. C'est comme toutes les plateformes, je pense. Plus tu investis, plus tu dépenses, plus tu fais des ventes, plus tu as de chances d'interagir avec un humain. Non, mais après, surtout que là, en fait, et que tu fais pas trop de ventes, on parle de millions déjà d'utilisateurs qui viennent d'acheteurs. En moyenne, à l'époque, il y avait 11 millions de visiteurs par mois sur Amazon. .com, je crois, ou France, je sais plus exactement. Wow. Non, .com. Et il y a des millions de vendeurs aussi, en fait. Il y a des centaines de milliers de vendeurs. Et donc, vous imaginez bien avoir des plateformes, même dans des pays pas chers, pour gérer le SAV de... Non, ce serait beaucoup trop intense. Même dans leur centre logistique et tout, ils ont viré tout le monde. T'as vu que c'est les robots qui transportent les palettes et tout. C'est un délire. C'est fou. En 2020, à peu près en 2020. Évidemment que là, aujourd'hui, dans les mois et dans les années qui viennent, ça va être tout va être remplacé, automatisé par l'IA. Enfin, ça va déjà être le cas. Donc, ça ne sera plus un problème. Raconte ta journée de vendeur Amazon. Toi, ça ressemblait à quoi? En gros, moi, j'achetais des produits. Enfin, je catégorisais. Est-ce que je donne ma méthode? Est-ce que je donne Bon, je pense que maintenant, on est 5 ans après. Mais je suis quasiment sûr que la formation que j'ai suivie et la méthode de vente que je suivais, elle fonctionne encore. Mais bon, je ne vais pas vous la conseiller pour les mêmes raisons que finalement j'ai arrêté de travailler sur Amazon. Pas de mon gré, mais du leur. Et du coup, j'ai été striké finalement par ce fameux algorithme. Parce que le fameux SAV exceptionnel pour les clients, il faut savoir qu'il y a beaucoup de clients qui en abusent. Et quand tu commences à faire du volume, moi j'avais un catalogue d'environ 450 produits différents, donc du drop, pareil, que j'allais chercher chez des fournisseurs en Chine principalement. Mais j'étais, comme sur Amazon, tu n'as pas tellement droit à l'erreur, mes clients étaient plutôt satisfaits. Donc j'avais quand même je faisais du bon recherche de produits, du bon sourcing, donc ça allait. Je savais que j'avais pas trop de retours non plus, donc ça allait. Sauf que sur un certain volume de vente, forcément, ça arrive. À un moment donné, t'as un client qui est pas content, il te fait un retour et voilà, et ça se passe mal, et même le retour ça va pas, même le remboursement il est pas content, ou c'est trop long, etc. Il faut savoir que le client est tellement roi que voilà, il a quelques boutons à appuyer, il va se faire rembourser très très vite. Même limite s'il a reçu le produit, il peut dire ouais, le produit c'est pas le bon, c'est pas machin, boum, remboursé, il se fait rembourser. Et c'est l'entreprise qui trinque derrière. Ouais, parce que tu vas pas payer pour qu'il te renvoie le colis en plus. Non. En général, tu lui laisses. Et l'entreprise trinque 2 fois. Non pas parce que, déjà parce qu'une fois, elle paye le produit, elle l'envoie chez le client. Le client, plus ou moins malhonnête, le garde et se plaint et veut un remboursement, donc tu le rembourses. Donc tu perds l'achat de ton produit et de la livraison. Et tu payes derrière aussi, avec l'algorithme, un coût d'avertissement
attention, là, le client a lancé une... Alors, il y avait Procédure, ouais. une procédure, il y avait des noms de procédures pour Litige, ça, je me rappelle, il y avait des degrés d'ailleurs de procédures, bref. Et donc voilà, au bout de un certain nombre de procédures engagées, si c'est sur un certain laps de temps, tu te fais striker. Tu te fais strike, ouais. Et après, il faut apporter énormément d'éléments pour venir, comme si tu étais dans un tribunal finalement, et pour te défendre et justifier ceci, cela. Et Striker, ça veut dire évidemment les comptes sont gelés, tu peux pas les récupérer comptes sont ton gelés argent. encore actuellement aujourd'hui. Il restait pas énormément, mais il restait. J'avais 2 comptes en tout, il restait 3000 et 4000 sur l'un, enfin il restait 7000 balles. Alors quand tu même. gagnais combien par mois à peu près si tu devais Le donner CA, un peu je sais pas, je dirais entre. Ça dépend, entre 4005 et 7000, ça dépend. Par boutique. En tout, sur les En 2 tout. comptes. Ok. Sur les 2 comptes, oui. Alors, le deuxième compte est venu après. Mon premier compte qui était à son prime. T'as fait 40K en 3 mois, je crois, non? Un truc comme ça, il n'y avait pas ça? J'avais ce chiffre-là Si. en tête, moi. Oui, mais ça, c'était avec le premier compte. Et Ok. après que le deuxième compte, il montait gentiment à 3000 par mois, le deuxième, et le premier était stabilisé à 4, 5, 6, ça dépend. Ok, Ça dépend. mais tu vivais bien, enfin, t'avais de l'oseille, quoi. Ça allait. Bah, par contre, derrière, c'était du commerce, donc il fallait acheter les produits, etc. Donc, Ouais, t'avais du suivi à faire et tout. Ouais. Le tout, c'est de faire tourner ça et après de déléguer. Il se prenait la tête, je Et me pareil, rappelle, dans son les lit, paiements- sur son service client, je l'entendais pester sur les clients et tout. Ça c'est avait eux l'air qui décident quand ils te payent et combien ils te payent. Amazon? Ouais. Ah. Du CA que t'as fait. C'est Ah eux ouais. qui disent à un moment donné, bah, tiens, ou alors des fois tu peux faire une réclamation, bah là je veux être versé, parce qu'une fois que t'as fait ton CA, que tes clients t'ont payé, bah tu vas récupérer ton argent. Bah, je dois payer mon loyer, quoi. Je dois payer mon loyer, mes charges, etc. Et des fois, ils se disent, non, là tu peux récupérer 700. Non mais il y a 5000 là. Moi j'ai ouais. besoin de 2000, enfin bref. Non, tu repasses dans 15 jours. Wow. Bref, Ouais, voilà. puis tu peux rien faire parce que t'as accepté les conditions générales. Tu peux rien Et de faire. toute Et ton façon, tu argent ne il est parles là. qu'à un et algorithme. Tu peux rien faire. Et tu te parles- bats contre un. Voilà. Tu parles à un algorithme, c'est horrible. Il n'y a pas de agent réel. Ah ouais, il n'y avait pas d'IA non plus encore. Enfin, Donc bon bref, pour la faire un peu plus courte, je me suis fait striker le compte à ce moment-là. Donc Mais c'est là que je te rejoins, moi. qu'est-ce qui me restait comme skill? Créer des boutiques, mais j'avais voilà, il me fallait un coup de main, il me fallait quelqu'un avec moi aussi parce que j'avais besoin d'une autre vision, j'avais besoin de je pense d'accompagnement aussi, j'avais besoin de quelqu'un avec qui on pouvait C'est charbonner. compliqué dans l'entrepreneuriat, ça c'est Ouais. un bon sujet vu qu'on parle d'entrepreneuriat. Entreprendre seul ou être à Dans son coin. plusieurs, pour Bah, moi c'est ça ce qui fait fait, toute la différence. c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui 3 associés. Hein. Ah ouais. Parce que on a chacun entrepris seul, mais ça s'est toujours arrêté parce que il y a soit un manque de motivation, un manque de compétences, un manque de temps, un manque de prise de risque aussi. Parce que Motivation, franchement, Ouais, top 1 du motivation. podium. Motivation, brainstorm, Ah ouais. enfin critique, tu sais. Bah, T'es tout seul, t'as une idée, tu peux la confronter à personne. Ouais. Tu fais ton idée. Moi, des fois, j'ai des idées, vous êtes là pour me dire, waouh, frérot, calme-toi, là, tu pars en live. Ou alors, on a des idées qui naissent ensemble. Ou... On vit aussi à travers les autres et un petit peu aussi pour les autres dans le sens où j'ai entendu ça d'un médecin, il me semble, et j'ai trouvé ça très intéressant et je vais l'expérimenter en plus dans pas longtemps. Quand vous voulez arrêter de faire quelque chose ou vous mettre à quelque chose ou voilà, vous lancer dans quelque chose ou arrêter par exemple, on va prendre fumer, c'est un très bon exemple parce que ça me concerne. Moi, j'ai pour idée d'arrêter de fumer. Mais c'est très compliqué d'arrêter de fumer. On est un peu dans sa routine de vie, etc. Voilà. Ce qui est important de faire, une chose qui est importante et qui peut beaucoup marcher et servir, c'est d'en parler. Juste de le dire à une personne ou à 2 personnes, ses proches, parce que en fait, tu vas solidifier ton fond de pensée. Tu te sentiras obligé de le faire. Et tu vas te dire, comme j'ai mis, entre guillemets, au courant un tel et tout, tu vas te sentir un peu con de te dire, ah putain, j'ai dit à tout le monde que j'allais arrêter de faire ça et en fait, je l'ai pas fait. Alors que ta petite pensée de, je vais arrêter de manger des bonbons là. Il faut que j'arrête de manger des bonbons. Il faut que j'arrête de manger des bonbons, mais tu le dis à personne. Bon, tu remanges un paquet de bonbons derrière, tu dit à personne, savoir. tu te sens pas coupable. Mais quand tu le dis à quelqu'un, tu te sens un peu plus tu dis, obligé de le faire. voilà. Et ça marche pour tout, en vrai. Ça Mais- marche pour, j'ai envie de me mettre au sport, j'ai envie de faire de la muscu, machin. Dis-le un peu autour de toi. Et quand les gens, finalement, peut-être te diront, si tu t'y es pas mis, alors, ça va le sport, la muscu, tu vas te sentir con, tu vas te dire, ouais, bon, j'avoue. Les gens qui éduquer, perdent non. du poids, hein. Les gens qui perdent du Ou les gens qui poids perdent et du poids. qui se mettent à en parler sur leur réseau. Frérot, mon groupe, Et- on a plus ouais. de 30 ans et des abdos là. C'est ça, Par c'est exemple, pas. tu Moi, je motives. marche qu'avec ça. Moi, je m'engage tout le temps. Je Mais- fais des stories. Allez, je démarre une sèche. Dans un mois, les gars, Toi, j'ai tu- des abdos. Mais du coup, derrière, je suis putain, j'ai dit ça. Toi, tu Enfin, es bon. totalement comme ça. Je suis que ça, moi. Si on peut noter ça, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Angelo. Ouais. Tu es
totalement comme ça. Et c'est pas que pour exposer ma vie, même si j'aime bien le faire, c'est aussi parce que derrière, je sais que je prends une espèce d'engagement, et derrière, je sais qu'au fond, dans tous les cas, de toute façon, je l'ai dit, si je le fais pas, je vais sacrément avoir l'air con, donc ça solidifie un peu la motivation. Auprès des autres, c'est intéressant. Ouais, c'est pas que pour dire, bon, regardez, machin, je fais ci, je fais ça. Ça motive justement parce qu'il y a d'autres gens qui sont concernés. Tu vois, quand tu mets une story, genre par exemple, t'en as plein qui font, des gars ou des nanas, on en a tous sur nos réseaux sociaux. Ça y est, moins 2 kilos en une semaine ou moins 2 kilos en 2 semaines, etc. En soi, il y a juste des vues. Mais quand t'as 15, 16 personnes qui like, bah tu te dis putain, ils suivent quand même ce que je fais, c'est cool, ils sont contents pour moi, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça peut mais motiver. Il y en a qui le font, je pense même pas en attendant forcément des likes. Juste ils se disent le fait de le montrer à tout le monde, bah si j'arrête d'un coup, ils vont peut-être se dire ah bah ça y est, il en fait plus. Ou s'ils vont me croiser, ils vont me dire alors. Oui, ton alors projet, bah t'attends du coup, de quoi ouais c'est ça. Moi j'ai toujours fait ça et là j'ai passé le step supérieur, j'ai créé un petit canal sur Instagram que j'ai appelé on a plus de 30 ans et on a des abdos et j'ai une trentaine, quarantaine de gars qui sont là et qui like mes petits tips sur les stocks de calories. Je crois que si, quand même, si. Et des petits tips de calories, de machin. Bah ça c'est un espèce de surengagement, c'est-à-dire que maintenant j'ai ma micro-communauté de petits gars qui veulent des abs. Je suis le leader des abdos. Et du coup, bah, déjà, je prends plaisir parce que, vous savez, moi, je me passionne vite pour des choses et tout. Et en plus, ça m'apporte un espèce de truc. Bon, voilà, les gars, ils comptent sur moi. Et puis, ce serait complètement con que je revienne dans un mois avec du bide. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est idem. Nous, quand on a tous les trois vraiment des parties différentes dans la boîte, mais je sais que, bah, on sait qu'on a attendu derrière, tu vois, parce qu'on sait qu'on est les seuls responsables de nos actions. Moi, du marketing, toi de la com, toi de la partie dev interne, compta. Imagine demain les etc. gens de la Réunion, c'est petit la Réunion. Imagine les gens demain, ils te voient en train de faire serveur dans un restaurant. Il y a aucun problème avec le métier de serveur, c'est pas ça. Mais on est tellement là en train de faire les entrepreneurs. Imagine demain nos boîtes, elles arrêtent de marcher, on est obligé de retourner faire des métiers classiques. Tu recroises des gens, ils te voient en train de faire les ça. Attends, je comprends pas, t'avais pas une boîte, toi, 2 boîtes, 3 boîtes, t'étais là, machin, digico. Ouais, c'est vrai. Puis t'es là, ouais, bah du coup ça a pas marché. Moi je trouve, moi j'ai une espèce de pas de pression, mais j'ai un truc dans mode, mais moi on peut plus faire. On s'engage de plus en plus. On s'engage de plus en plus. C'est vrai. Si demain les gens nous revoient faire des métiers classiques, peu importe. Mais ce serait pas très grave en soi. Ce serait pas très grave, mais on serait obligé de dire, bah désolé, ça a pas marché quoi. C'est l'ego les gars. C'est l'ego ou même beaucoup d'ego. Même par exemple une action marketing que nous on a déjà mise en place, elles ont pas toutes marché, ce qui est normal, on fait du test, tu vois. Moi l'ego il était un peu impacté en mode bah merde, j'ai produit des, enfin j'ai pas promis, mais j'ai proposé des choses aux gars en leur disant on va faire ci, on va faire ça, ça va être génial pour la boîte, si ça et ça a pas marché. Ouais, tu vois, et là tu te dis ah ouais, c'est pas pour moi ça me dérange pas, c'est pour vous que ça me dérange. Parce que je me dis bah je leur en ai parlé et tout, je leur ai vendu le truc, même si vous étiez là. C'est pas grave, on va faire une action marketing, ça. Tu vois. Mais toujours les petits échecs comme ça, tu sais que c'est pas un échec perso. L'ego, c'est un chien dangereux. L'ego, c'est un chien de catégorie. C'est quoi les plus dangereux? A, catégorie A? Je sais même pas comment on dit. C'est pas des jouets pour enfants? En catégorie. De quoi? Excellent. Excellent, ça, putain, excellent. Pas un podcast. Pas mal. Ça. On dit quoi, un chien de catégorie A pour dire un chien dangereux? J'y connais rien, moi. Catégorie 1. Un chien catégorie 1, on dit? Il me semble. Okay, wow, tu m'as mis un doute. Ah. Bon bah l'ego c'est un chien qui est classé chien dangereux en fait, c'est-à-dire que ça peut être un très très bon allié, mais il faut absolument le dresser, sinon c'est un enfer. Mais si tu l'as dressé ton ego, tu peux t'en servir pour faire des trucs de fou. Comme on dit, nous ça nous motive, bah non, là il y a l'ego qui nous dit les gars on peut plus faire marche arrière, bah du coup bah on est obligé de maintenir notre chiffre d'affaires pour maintenir notre niveau de vie, pour maintenir nos entreprises à flot, parce que demain si on devait recroiser les gens et puis être entrepreneur, ce serait un peu l'ego qui en prendrait un coup quoi. Eh ben j'aimerais poser une question. Parce que les gens savent peut-être pas que, bon, du coup, moi et Rodolphe, on est frères, du coup, de même père et même mère. Mais non. C'est vrai? Tu savais pas? Et il faudrait poser la question à papa, qui a travaillé à Téléboutique pendant des années, oui, c'est vrai. de savoir comment il s'en est un petit peu sorti, parce que comme tu dis, la Réunion, c'est petit, comment il s'en est sorti un peu de ça, de cette image de présentateur un petit peu télé. Je s'en est pas sorti 40 ans après. Et 40 ans, c'est vrai que 40 ans après, il y a encore des gens... où t'es pas Téléboutique quoi? Dans une station-service au Maïdo. Alors qu'il a plus de cheveux, alors qu'avant il avait la queue de cheval. Et ça fait 30 ans. Les gens sont physio. Les gens sont très physio. Ouais. Et même des jeunes qui n'étaient pas forcément censés regarder ça à l'époque, mais peut-être qu'ils étaient enfants. Papa, il a fait ça quoi, 5 ans sur Antenne Réunion à une époque. Mais les gens sont physio. Hein. Très physio. Moi, des fois, parce qu'on fait des ads, du coup, les gens doivent nous voir beaucoup sur les réseaux. Il y en a qu'on saoule aussi. Il y en a qu'on saoule pas mal. Pardon. Parce qu'apparemment, on nous voit trop. Apparemment, on nous voit trop. Mais on va baisser le budget, c'est bon. On est aussi là pour renouveler les ads. Mais des fois, il y a des gens, ils me fixent un peu, moi, des fois, dans la rue ou à la salle de sport. Et tu sais, moi, j'ai pas l'impression que machin. Puis je dis, mais pourquoi ils me regardent bizarrement? Mais en fait, c'est parce que les gens nous voient sur les réseaux et ils nous reconnaissent. Moi, je suis pas du tout physio, mais les gens sont très physio. Les gens sont extrêmement physio, plus qu'on ne le croit.
C'est un truc de ouf. Même nos clients nous le disent. Hein, on a des clients, on a une cliente notamment là, qui fait des formations, vous savez de qui je parle, qui a pris l'avion et qui était à Paris. Et quelqu'un à Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, là, Orly, je sais plus, bref, qui l'a reconnu et qui est venu la voir, qui s'est dit mais c'est pas vous à la Réunion, vous faites les formations pour les dirigeants. C'est Si, c'est moi, ouais. C'est fou. C'est fou. Le monde, le monde est petit. La Réunion, c'est Encore plus petit. Même si aujourd'hui on travaille avec le monde entier, évidemment, on peut faire des ads partout, mais c'est vrai que c'est impressionnant, c'est surprenant quand ça nous touche à nous. Tu travaillais pas une fois, on faisait des courses quand on était en coloc tous les deux là. C'est un savon. On faisait nos courses en amoureux, tranquille. Je faisais du savon pour la cuisine. Ouais. Et un gars, il s'arrête. Bonjour, c'est vous qui avez fait de la vidéo là C'était pour le grouping, je crois. Je sais plus. Je peux vous serrer la main. Il était avec sa mère. Avec sa mère. C'était très mignon. Bah C'était oui, trop mais cool. évidemment, bonjour. C'était très, une très des premières mignon. fois que ça nous arrivait. C'était il y a longtemps, c'était il y a au moins un an. Ça Alors, date. moi, C'était une ça m'est arrivé il y a 3 jours encore. C'était quoi toi l'histoire? Moi, c'était un stand, le 56 Avenue, là, dans Leclerc, dans un centre commercial, dans une galerie. Là, ils avaient leur stand en plein milieu. Au milieu. Et ma copine qui voit le stand, qui fait « Oh, j'adore ce magasin !» Donc, on regarde un peu, on se ziote, et puis et je vois, on arrive devant le stand et le mec, qui présentait très bien, me regarde avec un grand sourire, il me dit « Bonjour !» Et du coup, je dis bonjour. Je me suis dit waouh. Ça sent pas. Je m'attendais pas autant de. T'es pas là-dedans. Très bel accueil. Tu sais, moi j'étais là, waouh. Je regarde juste des vêtements, mais c'est adorable. J'adore. C'est des gens un peu solaires, mais c'est ce que je me suis dit. Bon, peut-être juste très adorable, solaire, ouais. et très solaire et très sympa. Et on regarde un petit peu et ma copine prend une robe et finit par machin. Et moi je regarde un vêtement et là il me fait, je le croise, je regarde, il me fait, ah mais c'est vous qui faites des vidéos, je vous ai reconnu. J'étais en mode oui, c'est drôle, possible. Je vous ai reconnu comme ça, on se cachait. Oui, comme c'est c'est bon. Je t'ai reconnu, toi. Je t'ai vu, Allez, toi. C'est bon, Tu c'était fais moi. tes courses comme tout le monde. C'était moi. Vu. Ça fait toujours un peu plaisir, mais c'est toujours un peu, tu sais, des fois t'es dans ton petit mood, tu fais juste des courses ou machin. penses pas à ça. Mais les gens, ils te reconnaissent, ils viennent spontanément te dire, ça m'est arrivé en teuf, dans les trucs Reuniburn et tout, dans les soirées un peu techno et tout. T'es en train de danser dans ton truc devant le DJ, puis il y a un mec qui vient te voir à côté. Excuse-moi, tu fais pas des vidéos sur Instagram? C'est excellent. T'es pas du tout dans ce mood-là, c'est très marrant. Est-ce que vous voulez qu'on switch et qu'on parle de notre collaboration à tous les trois? Parce que c'est vrai que là, on a parlé C'est vrai. de toi qui étais agent secret pour la DGSE. Alors, il fallait pas le dire. Merde. Bon, faudra couper au montage. Hein. Il faut juste la transition maintenant de lui. On peut la faire parce qu'elle arrive à ce moment-là où t'es sur Amazon en fait. Où je termine Amazon, où je me fais striker. Et moi, j'en avais ras-le-bol de ma vie. Ton ancien travail. Et puis d'agent secret. T'étais allé trop rechercher et puis t'es venu te planquer à La Réunion. Je suis rentré de Paris et je t'ai puis, rejoint. Et on était chez. Attends, je rentre confinement. Confinement, 3 semaines après mon retour. C'est vrai. Confinement. Donc là, premier confinement, nous sommes en guerre. Bon, merdier complet. Ouais. Et du coup, on se retrouve avec Alex chez les parents. On a passé un bon confinement. On était quand même chez les parents, dans la case et tout. C'était quand même cool, on va pas se plaindre. Mais on se retrouve un peu en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'ai plus de boulot. Je suis rentré en mode tranquille. On habitait chez nos parents. On n'avait pas d'appart. On n'avait rien. Il fallait gagner de la thune. Et on a un premier pote, Xavier, qui nous demande de lui faire sa boutique en ligne. Et moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais commencé à faire un peu de WordPress, des blogs. Svaria. Petite note, non mais premier pote. Alors premier pote, oui, mais pote qui est devenu pote après. À la base, c'était un mec. C'était un vendeur. C'était un vendeur d'un magasin ouais. à qui on achetait des trucs, à qui on parlait un peu tranquillement, et on lui a dit, nous on monte des sites internet, etc. Et il dit, mais t'es intéressé, moi. Et on avait fait Svaria, on avait fait une boutique en ligne pour du matos de survie, parce que ça nous avait inspiré le confinement. On s'était dit, ça y est, c'est la fin du monde, ça va être post-apocalyptique. Vas-y, viens, on monte une boutique de matos de survie. Moi, je faisais le blog WordPress, tu faisais la boutique en ligne Svaria. Parce que toi, t'étais chaud sur les boutiques en ligne, forcément. Et moi, j'avais réalisé que je réussissais à monter des sites WordPress rapidement. Toi, Shopify. Et j'avais dit, vas-y, viens, on fait une page Facebook. On appelle ça eDesign & Co. Et on va faire des boutiques en ligne et des sites web pour les gens, pour des potes, pour qui veut bien, en fait. On faisait pas de ads. Non. On faisait rien. Aucune notion. C'était que du bouche à oreille. Et on a fait une boutique en ligne par-ci. Sauf qu'une boutique en ligne, 4000 balles. Ok. Un petit site web, 3000 balles, ok. Une semaine, 2 semaines de taf. Ça commençait déjà à faire des fois des petites 10K, 15K de CA par mois. Chez nous, tranquille, sur les ordis. Là, tu te dis, tu as un petit filon quand même, là. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Et ça a commencé comme ça, et on a monté une agence de marketing digital qui s'appelait eDesign & Co. et qui faisait, au début, que
des sites web Création et de des site boutiques en web, ligne. et logos, Just charte design, graphique, ouais, etc. Ouais, création de design, quoi. Ouais, Et on a- à part le nom, tout avait l'air cool. Mais Le nom était long, bizarre. Je sais pas ce qu'il nous a prévu. mais écris-le. C'est encore moi et mes idées bizarres. En vrai, j'ai dû dire, ouais, vas-y, on prend ce nom-là. Déjà, Ouais. c'est un I, c'est Mais- un E, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il faut retenir finalement? C'était pas le plus important. Le plus important, c'était commencer à créer son image de marque. Et puis de se former, Se et puis former. d'apprendre des choses, de se faire un portefeuille client. On a peut-être Totalement. en un an, on a peut-être fait un portefeuille de 20 clients, dont la plupart sont encore clients aujourd'hui, alors que le site web, ça représente peut-être 5-10% de notre chiffre d'affaires, mais aujourd'hui, on les a emmenés avec nous sur nos autres produits marketing. Donc on s'est fait. Et puis le plus important, c'est même pas ça finalement, c'est notre mindset à nous. Et là, on est vraiment dans le thème de l'entrepreneuriat. On s'est mis dans un mindset, nous, dans un mindset entrepreneurial. Et c'est ça, en fait, qui a tout fait. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, bah, on aurait pu faire n'importe quoi, ça aurait été l'entrepreneuriat. On s'est juste dit, maintenant, on va gagner de l'argent, C'était nous-mêmes. fun, mais c'était fun surtout. Parce que t'as plus de patron, t'as plus rien, t'apprends à gérer ton temps aussi. Tu sais que t'es libre, mais que si t'es libre et que t'es trop libre, bah tu feras pas. Donc On t'essaies avait de 2 t'adapter clients par aussi, mois, on faisait de la play toute la journée, on Et était parce bien, que- on bossait 2 heures par jour, on faisait de la play toute la journée dans notre coloc à... Parce qu'il y avait dans pas les encore Hauts-de-Sarneux, trop de là. monde aussi qui faisait ça ici, non, peut-être. Pas Non, encore mais des surtout masses qu'en de fait, personnes. c'était aussi, il faut le noter, plus facile pour nous de faire ça parce que derrière, était à on La Réunion. avait non, mais on avait surtout nos formations personnelles à nous d'avant, de nos métiers d'avant. On s'est formé un petit peu aussi. Et on même, s'est formé en fait sur le ouais. tas justement. Et c'est grâce. Mais tu vas pas te former à être maçon comme ça sur Internet. Tu vas pas te former, tu vois ce que je veux dire, à créer des meubles. Enfin, C'est des et métiers du qu'on coup, peut c'est des apprendre métiers sur que tu peux Internet, ouais. apprendre sur Internet. Et c'est ça aussi la force. Papa qui m'a payé une belle formation avec la formation de Tugan, ouais. pour les Ça, anciens je me de rappelle. Tugan Baranowski là. Mais lui, il est mort avec l'IA, c'est fini. Avec l'IA, c'est terminé. Ah, c'était un Ah, il va copywriter. faire C'était un autre chose, copywriter c'est de- mais c'est un il- entrepreneur, il fera autre chose. Il Enfin, fait oui, déjà bien autre sûr. chose. Il a monté une crypto, un meme coin, il a arnaqué je sais pas combien de personnes. C'est un peu un. Jean-Michel. c'est un sacré lui, mais je vais pas lui cracher dessus. C'est la Non, première et seule formation il que était j'ai suivie, inspirant. moi. Il était inspirant. quand Il était même. inspirant. Mais c'est vrai que là, le côté copywriting, je pense que ça va être un peu terminé pour lui. Là. Enfin, pas pour lui, mais Ouais, faut qu'il les fasse autre chose. copywriters, ça va être compliqué là. Et du coup, eDesign Co a tenu comme ça 2 ans. Quand on dit aujourd'hui Digico, on a 4-5 ans, il y a eu 2 ans de eDesign Co, il n'y avait pas de publicité en ligne. Et Digico, c'est le jour où on s'est associé avec Angelo et là, Ben, on s'est rencontrés à La Réunion d'ailleurs. on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à une fête, je me rappelle de la photo que j'avais. C'est une fête sur la plage pour vous raconter, mais moi, de grand touriste, oreilles, enfin bref. J'arrive à la fête, pantalon blanc, chemise blanche, basket blanche, une frontale, 2 bouteilles de Ricard. Mais c'était C'est sur la incroyable. plage. J'avais pas du tout le bon accoutrement, tu Oh, vois. wow. C'était sur la plage. Moi, on m'a dit c'est une fête à 3 bassins. Je regarde 3 bassins, je vois c'est une ville. Et je dis c'est bon, on y va, tu vois. C'était en Je suis arrivé, novembre. moi j'allais en boîte de nuit. Wow. Ah, mais C'était en novembre 2023. C'était dramatique. Et, Je l'ai la photo, elle est là. et, C'était ah, en ça, c'est le lendemain novembre matin, ça. 2023. ouais. Là, j'avais un meilleur accoutrement, tu vois. Peut-être Short, qu'on l'affichera, casquette. ou alors je peux vous la montrer comme ça, mais en gros, c'était en novembre 2023. Et c'est là qu'on se rencontre avec Angelo sur la plage. Ouais. Et là, c'est... Ah, on voit un petit peu. Ah, tu vois, baisse un peu. Ouais. Faut que tu baisses un peu. Ouais. Ouais, on voit bien. Nice. Ouais, on voit bien. C'est stylé. Le coup de foudre. Grave, grave. Et on s'entend très bien, mais je sais pas ce que tu fais. Moi, je travaillais pas. J'avais arrêté de travailler. J'avais terminé mes écoles de commerce. Toi, tu claquais de la Vous thune à La Réunion, toi. C'était Ah, j'avais de la thune de grande côté, ville. ça m'a coûté 4000 balles par mois. Je payais pas de logement, pas de bagnole. Hein. Donc, 4000 balles que Oh. d'activités, de boissons, de resto, tu vois. T'es fait kiffer, quoi. Mais pour raconter un peu, avant que j'arrive à La Réunion, en gros, j'ai toute cette période-là d'entrepreneuriat avec ce fameux gars dont je vous ai parlé au début du podcast. Et puis après, je voulais partir à l'armée. J'ai toujours kiffé, moi, l'airsoft, les répliques d'airsoft, l'armée, etc. J'adorais ça. Et donc, quitter le lycée, je commence les démarches, etc. Bref, je me fais convoquer, je dois aller faire ma visite médicale, quelque chose comme ça. Et je recroise ce patron-là, avec qui j'avais fait tous mes stages. Et il me dit, mais on est en train de lancer un nouveau truc, là, un projet, viens, je t'explique et tout. Projet de marketing de réseau français. On va investir pas mal de billets, il me faut des gars comme toi. Viens, je te présente le truc. Moi, je dis, laisse tomber, je vais à l'armée, mais je viens avec plaisir, je bois un café avec toi, tu vois. Et tu m'expliques le truc, et moi, je dis, ah ouais, c'est pas mal quand même, tu vois. Et je dis, vas-y, je laisse tomber. Et je dis, il faut que je fasse quoi comme étude? Il me dit, ben viens, je te prends en BTS, un truc qui correspond, tu vois, et c'était NDRC. Donc, celui d'après NRC, donc négociation, et ils ont rajouté une digitalisation, relation client. Donc, je fais ça pendant 2 ans dans une école de commerce. Et en fait, on s'entend bien, ça marche bien, mais il n'y a pas assez de publicité. Maintenant, avec l'expérience que j'ai, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas tant marché. Ils comptaient trop sur le bouche à oreille, sur le marketing de réseau, etc. Donc, la boîte finit par couler. Et du coup, on se met d'accord pour arrêter. Je crois que j'ai touché la table.
On se met d'accord pour arrêter et du coup, je termine pas mon alternance avec eux. Ce qui fait que je dois financer moi-même tout seul mon école de commerce. Bon, vous le savez, j'ai toujours trouvé le moyen de travailler à droite à gauche. Je trouve des travails, je fais des trucs, des chantiers. Toi, t'as 25 métiers à ton des actif. trucs, Toi. etc. Comme notre daron, J'ai été 24 boulanger, ans, 25 métiers à son actif. boulanger, maçon, électricien, j'avais déjà tout fait à cet âge-là. Tu vois, j'avais quel âge du coup? Je suis rentré en école de commerce, j'avais 17 ans, donc là je devais avoir 18, 19, parce que comme je suis de fin d'année. Et du coup, je paye mon école, je sais plus combien c'était genre 800 € par mois, quelque chose comme ça, c'était extravagant, tu vois. Et normalement, c'est payé par l'entreprise. Je me dis, c'est bon, il reste. J'avais de l'argent de côté, j'avais fait déjà plein de projets à côté de mes tafs en stage, de travail d'été, etc. Donc j'avais de l'argent de côté, donc je paye ça. C'était le moment où je venais d'avoir 18 ans, donc je paye mon permis moto, mon permis voiture, ma première bagnole, etc. Enfin bref, j'arrive vite à poil, tu vois. Donc je me dis, bon, là, pour monter une boîte, c'est chaud. L'armée, je pense qu'on va laisser tomber. Écoute, je vais continuer, hein, puis je poste un CV. Je vois, il y a des études qui ont l'air sympas, je poste un CV avec un truc, j'ai envie de faire un bachelor dans le digital. Et en fait, c'est une école qui m'appelle. Il y a pas mal d'écoles qui font ça, qui trouvent les entreprises qui ont besoin d'alternants et qui leur disent, OK, on va vous trouver le bon profil. Et du coup, c'est une école qui m'appelle et qui me disent, bah écoutez, nous on propose le bachelor CDCM, chargé de développement commercial et marketing. Il y a du digital aussi là-dedans. Moi, je dis OK, j'y vais, ils me présentent une boîte, je prends le rôle de directeur commercial, ça se passe bien. Bon, je fais pas forcément tout ce que je veux, mais très cool, ma patronne très sympa, etc. Je fais ce bachelor-là, et en gros, on arrive aux examens, j'écourte un petit peu, on arrive aux examens, je fais le premier examen, et je rate le deuxième parce que je suis cas contact. Donc on est après Covid. J'ai oublié ce mot, cas contact. Mais il y a toujours l'espèce d'histoire de cas contact, etc. Et en fait, je me fais déclarer cas contact parce que quelqu'un a donné mon nom. En disant, j'ai le Covid. Ah oui, vous avez vu qui ces derniers jours? J'ai vu lui, j'ai vu Angelo. Je me dis, putain, merde, tu vois. J'appelle l'école, ouais, je pourrais pas venir. Je suis cas contact. OK, on vous tient au courant pour les rattrapages et tout, si on peut pas vous faire passer l'examen semaine prochaine. Comme c'est une petite école, même si c'est une école du commerce, école privée, tu peux repasser les examens, ils se débrouillent. Et en fait, ils m'appellent, ils me disent, ouais, bah écoutez, sur Rapazzini, vous pourrez passer les rattrapages en novembre. Je dis, attends, on est en juin. Moi, je termine 3 ans d'école de commerce. Non, mais moi, en août, septembre, là, je peux faire le tour du monde, tu vois. Là, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai travaillé, j'ai fait des trucs, j'ai organisé des soirées, etc. Oui. J'ai fait plein de choses, tu sais, j'organisais des soirées, je faisais payer l'entrée, enfin bref. Et j'ai de l'argent de côté, je dis, non, en novembre, c'est pas possible. Donc, je négocie tant bien que mal avec eux, impossible. Je dis, ah ouais, je passe pas les examens. Terminé. Je dis, j'arrête, j'appelle ma patronne, je la préviens. Et je dis, écoute, Laetitia, c'est passé ça, je vais pas passer les examens. Par contre, dans le contrat qu'on a, bah, si je vais pas à l'école, je suis obligé de venir chez toi. Et à ce moment-là, je suis pas obligé de rembourser les frais d'examen. Parce qu'il y avait un vice dans le contrat, tu vois, que j'avais avec l'école. Et elle me dit, OK, très bien. Elle me dit, bah, viens travailler pendant toute la période des examens. Du coup, au final, je vais taffer. L'école me réclame les frais d'examen, etc. Je leur envoie le contrat, je leur dis non, enfin bref. Et en gros, du coup, bah, je passe pas les examens, j'ai pas mon diplôme. Mais pour moi, j'ai la formation. Et pour moi, j'étais certain d'avoir l'examen. Donc, dans mon CV, pour plus tard, je me refais mon CV, etc. à propre, j'ai jamais mis diplôme. J'ai mis formation 2 points. Formation, ce qui est vrai, licence chargée de développement commercial et marketing. Ça, c'est le meilleur hack pour un CV. Tu marques pas diplôme, tu marques formation, machin. Tu sais pas s'il a été formé, s'il a suivi la formation, s'il a fini. J'ai pas mis diplôme. Ouais. Et en bref, après avoir recherché un autre taf au final, puisque qu'est-ce que je fais après? Non, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que je me retrouve à faire? Attends, je sors de la licence. C'est là où je vais à La Réunion. Et c'est là qu'on se rencontre, c'est ça? C'est après les licences, je vais à La Réunion, on se rencontre. Donc c'est ça, donc j'ai de l'argent de côté, je veux pas trouver de travail, je veux me balader, je veux voyager, j'essaye de partir au Canada, sauf que ils m'acceptent le visa, mais j'ai pas de travail, du coup ils veulent plus que j'aille là-bas, enfin bref, n'importe quoi. Moi et les papiers, ça a toujours été une galère, pas possible. T'as des papiers quand même? J'ai une carte d'identité, ça, depuis une semaine, à peu près. Bref, et ma sœur habitait à La Réunion à ce moment-là. Donc je fais 2-3 vacances, je vais en Belgique, je vais en Allemagne, je vais en Angleterre, et je finis par arriver à La Réunion. Billet aller simple. Je dis, on verra. Et du coup, je passe 3 mois de dingue à La Réunion. Je rencontre du monde, etc. On finit par se rencontrer à 3 bassins, à échanger nos réseaux. Ouais. Et sauf que même si tu as de l'argent de côté, bah, des vacances à La Réunion, quand tu claques comme moi je l'ai fait, à un moment donné, tu n'as plus trop d'argent. Et en fait, surtout à l'époque au Choca. Ouais, à l'époque au Choca. L'ancien Choca. Oh là là, c'était vraiment hardcore.
Et donc ma sœur m'hébergeait, des potes m'hébergeaient. C'est là où on a rencontré notre vidéaste avec qui on travaille aujourd'hui. Enfin bref, j'ai rencontré énormément de monde avec qui on travaille aujourd'hui. Mais je dormais chez lui, je squattais chez lui. Incroyable. Et donc au final, à un moment donné, je vois sur mon compte, il reste 3 000 €. Tu vois. Je dis, bah là, il y a 2 options. Soit je les claque, je rentre plus en métropole. Soit bah, je prends un billet métropole, mais genre bientôt, tu vois, parce qu'après, il me reste 1 500, je peux plus faire grand-chose. Wow. Et donc, je prends un billet pour rentrer en métropole. Mais métropole, j'ai plus assez pour pour prendre un appart, j'ai plus de bagnole, j'ai plus rien, tu vois. Donc, je vais chez mon daron. Ah ouais, donc sur la Côte d'Azur. Enfin, dans le sud, quoi. Sur la Côte d'Azur, c'est ça. Je vais chez mon daron sur la Côte d'Azur. Et en bref, je finis par me faire embaucher chez Facebook. Là, on y arrive. Ah oui. C'est ça. Ah bah oui, c'est là le qu'on va. plus important. C'est là qu'on va. important. Parce qu'on dit quand même à tous nos clients qu'on est certifié Meta, faut quand même justifier à un moment donné. C'est ça. Et donc, arrange-le comme tu veux. Je Mais... finis par me faire embaucher chez Facebook. Et donc, j'étais chez mon père et je dis, papa, dans 1 semaine, je pars. Tu vas où? Je travaille chez Facebook. Tes conneries, tu pars quand samedi? Quoi? Incroyable. Enfin bref, mais ça s'est fait du tout au tout. Ils m'ont dit, vous pouvez venir quand? Moi, quand vous voulez, j'ai rien à faire, j'ai plus de sous de toute façon. J'arrive là-bas, pas un sou en poche. Bref, je me fais former. J'apprends, etc. Je rencontre l'expert marketing avec qui on travaille aussi aujourd'hui. Incroyable. Aussi, 2 rencontres notre expert Google aussi, avec qui on travaille, qui est dans le Google Chat, etc. Donc ça se passe très bien. Je me rends compte que je me fais un peu enfler, ce qui n'est pas vraiment vrai, parce qu'en fait, je gère beaucoup d'argent en termes de budget publicitaire. Mais par rapport à mon salaire, tu vois, j'ai gagné 2 000 € avec les primes. Ah ouais. Je me dis, bah merde, il y a de l'argent à faire dans ce métier, tu vois. Donc j'arrête, j'essaie de monter mon truc tout seul. Ok, ça marche pas. Pas bon, j'essaie de faire des sites web alors que j'ai appris à faire de la pub. Oui, c'est vrai. À savoir pourquoi j'essaie de faire ça. T'as fait un Wix ou 2, tu m'avais dit. Ouais, j'ai fait un Wix ou 2 catastrophique. Enfin, il n'y a rien qui allait. Et du coup, ça marche pas. Je dis, bon, tu sais quoi, on va passer à autre chose. J'avais un rêve, c'était de faire une saison d'hiver. Et je dis, je fais une petite pause, je fais une saison d'hiver, je me fais embaucher à Courchevel en tant que voiturier. Et je me dis, on verra plus tard. Je remets le rêve un peu après, tu vois. Je me dis, on verra plus tard, je fais une saison, on verra. Et pendant la saison, lui, il met des stories. Rod, il met des stories, il travaille un peu et tout. Alex était à La Réunion, il gérait un peu Digico. C'était passé Digico. C'était la passation, il design que Digico. Ouais. Moi, j'étais un peu en métropole à ce moment-là. Alex, il gérait un peu Digico Réunion, moi Digico Métropole. C'est ça. Et on se dit, ouais, bah quoi fait quoi. Et c'est ça. Et en fait, on finit par s'appeler. Et puis moi, je finis par lui dire, bah écoute, moi j'ai telle compétence, qu'est-ce qu'on fait? Ah, mais tu rentres quand? Je rentre en avril. Ok, go. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était arraché sur la plage à 3 bases quand même. 1 an et demi avant. Mais on avait bien accroché. Ouais, on avait bien accroché. Ouais. Et en fait, moi, je lui dis, écoute, viens, on travaille ensemble, on verra les modalités plus tard. Tu vois, je dis, viens, je travaille avec vous, les gars. Et lui, il me dit, va. moi, je sais faire du ads méta. Je sais faire des campagnes. Tout ce qu'on n'avait pas, quoi. Tout ce qu'on n'avait pas. C'est Nous, ça. à l'époque, on faisait site web, logo, charte graphique, etc. Il me dit, ben moi, vas-y, tes clients, propose-leur maintenant, on leur fait de la pub. Je dis, attends, de la pub, c'est-à-dire que là, on ajoute à notre agence de marketing le côté publicité en ligne. Ce qui me manquait, et j'ai envie de dire même l'essence même, finalement, de ce qui est devenu aujourd'hui Digico, finalement. Mais clairement, c'est simple, le chiffre d'affaires, il fait ça. C'était fini. Ouais. Mais il n'y avait pas. Et aujourd'hui, en fait, cette certification-là, en plus de ça, aujourd'hui, moi, je suis plus dans l'exécutif, mais on a Adrien, notre expert marketing, qui lui aussi est expert certifié Meta. C'est aujourd'hui un critère de recrutement chez nous. Et on est les seuls dans l'océan Indien. Même si on a demain, ça m'étonnerait pas, hein, qu'importe, n'importe qui peut venir ici, mais nous, on a une connaissance du marché aussi qui est indéniable. Ah bah maintenant, avec les années, on connaît le marché, plus l'expertise. On a des parts, j'ai envie de dire clairement, du marché aujourd'hui. Non, mais les experts marketing qui viennent dans l'océan Indien, il ne nous faut pas concurrence, ils viennent travailler pour nous, maintenant. C'est ce qui est cool. Lego. Pardon, calme-toi. Je vais remettre sa muselière. C'est ça. Et du coup, voilà comment on a fini par travailler tous ensemble. C'était un apport de valeur, parce que moi, j'avais pas le côté cadré, image, possession du marché. Gestion, administration d'une boîte. Ouais, même avoir un nom. Moi, c'était Angelo, tu vois. C'était moi, c'est tout. Puis de fil en aiguille, on a appris, on a adapté nos offres, les premiers clients, les témoignages. Alex qui nous a apporté la partie com, l'idée des témoignages. L'idée des témoignages, 90% de nos pubs, c'est des témoignages qui viennent avec. C'est vraiment l'association de nos trois, de nos trois façons de voir les choses, de nos trois compétences qui ont fait notre boîte aujourd'hui. Mais on a quand même chacun notre petite histoire entrepreneuriale qui nous a mené à faire des podcasts au Trapèze Studio. C'est ça. Finalement assez récent, ça c'est vraiment 2025 les podcasts. Et ce qui nous a poussé, les gars, ce qui nous a poussé, malgré tout, ça reste les grands bureaux qu'on a eu, parce qu'on avait une case où Alex travaillait. Il venait tous les matins. Il travaillait tous les matins avec nous, mais il vivait pas avec nous.
C'est vrai. Donc on vivait avec Rod et en fait la moitié de la maison, On c'était avait les une bureaux. maison de 140 mètres carrés, c'est C'était immense. c'était Une c'était les agence. bureaux. C'était une agence. On avait monté l'agence. Ouais, C'était c'est une- ça, On avait monté une agence. On a dit il y a un salon, il y a une chambre vide. On recevait les clients, petite Nous, machine à café et tout. Et on s'en fout d'avoir un salon. Et en fait, on monte l'agence. Mais Ouais. du coup, d'être tous les matins ensemble, d'aller au sport ensemble, de Ouais. manger ensemble le midi, d'aller faire ses courses ensemble. On se faisait livrer traiteur aussi pendant un temps. C'est vrai. On faisait plein de choses comme ça. Et en fait, là, c'est là toute la puissance de l'entrepreneuriat, c'est de s'entourer de bonnes personnes et de personnes qui ont la même vision que nous. Mhm. Donc, toujours s'entourer de meilleures personnes ou du moins de personnes qui vont te tirer vers le haut. tu Ou vois. qui ont des compétences qui vont être complémentaires avec les tiennes, quoi. Exactement, c'est ça. Et nous, ça a été le cas. Parce que du coup, on avait une vision. Bah, les gars, je vais faire ça. Non, fais pas ça. Moi, j'ai pensé à ça. Oui, mais est-ce que vous voulez pas qu'on fasse ça? Et- Ok, 3 cerveaux Première valent mieux qu'un, vidéo tu vois. dans Et le du coup, studio, 3 cerveaux, j'allais rebondir sur le chiffre 3, c'est vrai qu'on peut toujours se dire 3, ça peut être un peu tricky, surtout qu'il y a côté famille et tout, Ça tranche. mais Mm. justement ça tranche. Donc s'il y a 4, c'est compliqué. pour S'il y un a de vote, deux, c'est simple. C'est très Voilà, bien. le vote est vite fait quoi. Donc Si à c'est vrai. 2-2, ça fait des équipes. ouais. Et le côté famille, j'ai envie de dire, si on doit être à deux contre toi ou que vous devez ça être à deux n'interfère contre pas, moi, non, enfin, non, quand je dis non, contre, non mais non, ça a jamais interféré. Ouais. le business avant Ouais. tout. On Ouais, avait un c'est- studio. La famille avant tout, mais le business. Ah, de évidemment. ouf. On avait un studio, les gars, dans cette maison. On avait un studio. En fait, il y avait 4 chambres, mais on était 2. Donc, il y avait une chambre, c'était un studio d'enregistrement. Et une autre chambre, c'était le bureau. Et Ouais. après, le salon, c'était la salle d'accueil. Ouais. C'est vrai. On avait un studio d'enregistrement où on a C'est tourné vrai. nos toutes premières Nos vidéos. premières Nos premières vidéos. C'est ouais. vrai. Première vidéo où on mettait quoi pour une vidéo de 20 secondes? On mettait 1 heure à la tourner. C'est À la vrai. tournée, pas à la montée. hein. Moi, j'ai encore alors, moi, je prenais à chaque fois chaque frame de chaque phrase que je disais tout le temps. Ta, 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 ta. Et du coup, j'ai des dizaines, des trentaines de long. vidéos. Je C'était les ai long. gardées en vrai. C'est Et drôle. c'est là où depuis on a retravaillé nos offres, etc. Et maintenant, aujourd'hui, on a une agence qui aide les entreprises à développer leur chiffre d'affaires et à atteindre leurs objectifs. Et depuis, j'ai envie de dire juin 2025, juillet 2025, peut-être un peu avant, on propose à nos clients aussi du all inclusive. C'est-à-dire que les clients, on leur fait les créatifs photos, les créatifs vidéos, la gestion des campagnes. En soi, tu as une boîte, tu as un projet, tu as une idée, tu nous appelles, terminé. Avril 2025, ça. Terminé. Tu nous Ouais. appelles, terminé, on met ça en avant pour toi. Tu vois? Si demain Ouais. j'ai envie de faire un élevage de cochons et je veux vendre des côtes de porc, bah, je viens voir Zico, je dis bonjour, je veux vendre des côtes de porc. Ok. On t'envoie la boîte de prod qui fait On des t'envoie vidéos la de tes prod de cochons. haut, on fait les vidéos, on fait les montages photos avec côte de porc, le logo, le prix, on Grave. gère les ads et le gars il a rien à gérer. Au final, il nourrit ses porcs et puis il s'occupe de vendre les côtes, tu vois. C'est vrai que c'est clé en main. Aujourd'hui, c'est clé en main. Et c'est ça qui est formidable. C'est que d'un truc de départ où toi, t'étais vendeur Amazon, toi, tu faisais un peu les Le blogs. blog WordPress, ouais. Moi, j'étais charpentier. Ouais. Moi, je Aujourd'hui, faisais on aide des business métier. à se digitaliser et on leur propose des solutions clés en main pour C'est ça. qu'ils y puissent prendre la tête. Et on en est fiers parce que ça fonctionne. En fait. Mm. C'est On est beau. très contents. C'est beau parce que ça tourne, ça fonctionne, les clients sont contents. Faut qu'on refasse des vidéos témoignages des clients contents. Là, le Titi, ils en peuvent plus. Ils me disent, ouais, ma vidéo témoignage, mes potes, ils peuvent plus te voir ma tronche. Faut qu'on va leur retourner une nouvelle petite vidéo de témoignage. On va faire ça. Bah, il y Je a vais y plein de aller clients. samedi, Il y a plein de- c'est que ça. il y a plein de clients. Oui, si tu dois rendre service. Si je dois allez, rendre service, je vais aller au Titi samedi et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. c'est pour la boîte, hein, évidemment. Est-ce que, messieurs, vous auriez un conseil entrepreneurial à donner on va dire à... Humblement, parce qu'au final, ouais, de manière, on en est j'allais toujours au dire début, plutôt hein. à des gens qui sont à peu près dans le même trame de Qui en sont au début, qui en- peut-être vraiment voilà, au tout début qui sont alors. au début, qui sont à peu près au même stade que nous, s'ils peuvent jauger un petit peu où on en est. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil? Qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer? Humblement, évidemment. Moi, je peux y aller si tu veux. Vas-y, j'espère que ça va pas être le même que moi. Moi, je vous dirais comme conseil, travailler, tester, ne rien lâcher, bien s'entourer. Parce que même si on est entrepreneur, donc on a beaucoup de temps, on peut aller au sport le matin, on peut aller au resto le midi, on peut aller boire un café chez ses parents en fin d'après-midi. Bah, ça, c'est aussi un vice. Et c'est un gros problème, c'est qu'être entrepreneur, il faut savoir se discipliner, avoir des bons horaires de travail, savoir l'offre, le produit, etc., aller le tester, s'entourer des bonnes personnes, faire des événements entrepreneuriaux, poser des questions, s'intéresser, se former. Donc c'est vraiment là-dessus, ça serait discipline, travail, entourage, moi je dirais. Moi, je reprendrais mon exemple de Lego qui peut être un bon allié. Lego est un chien dangereux. Si vous le dressez bien, c'est un super allié. Si vous le dressez mal, il vous fera faire des grosses bêtises. Et bien le dresser, ça veut dire aussi des fois savoir se dire cette compétence, je l'ai pas. Et j'ai pas forcément le temps ni le besoin de l'apprendre. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est m'entourer de gens qui ont cette compétence. Donc, savoir ranger un petit peu son ego dans son caleçon et ne pas hésiter à déléguer
à reconnaître que certaines personnes sont meilleures que vous dans ce domaine-là, et c'est pas grave. Vous pouvez pas tout faire. Vous pourrez pas tout faire. Ce sera pas durable. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'Angelo disait, mais ouais, entourez-vous, déléguez, et même pour la motivation, wow, qu'est-ce que c'est bien d'être à plusieurs, quoi. T'as raison, Ce serait déléguer. mon premier conseil, moi. Quand t'es entrepreneur, quand tu démarres, t'as forcément des potes entrepreneurs. Et ça, c'est vraiment top. Il y a plein de gens qui font ça. On l'a vu dans une vidéo de Yomi. Il y a un gars, ils appellent ça le château. Et en fait, c'est un château où tu payes, tu loues pour être avec d'autres entrepreneurs. Et ils s'aident tous. Il y a un gars, il fait des pubs. Il y a un gars, il fait des vidéos. Il y a un gars, il est dans l'investissement immobilier. L'autre, il est dans le recrutement. Et ils s'aident tous et ils montent chacun leurs petits empires comme ça. Mais tu mets que des têtes de Turcs comme ça dans un même endroit qui ont chacun incroyable. leur expertise et C'est chacun génial. leur spécialité. Et lui, Mais son Tu peux en business, sortir des dingueries. Hein. son business, au gars, il est exceptionnel. Parce que du coup, il a un Ouais. château. Il rassemble, Il loue les chambres une fois et demie ou 2 fois plus cher parce que du coup, il y a plein d'autres services à côté. Et lui, il est dans l'immobilier au final, tu vois. Donc c'est génial. Et toi, Alex, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je dirais que Automatisé, avec l'IA. Automatisé. tu me coupes l'herbe sous le pied. Non. Avant tout, je dirais, et ça me concerne bien, et je me retrouve bien dans ce mot-là, persévérer. Rien lâcher, on l'a déjà dit, ne rien lâcher. Même si ça marche Accepter- pas. Ouais, et accepter la défaite, accepter les critiques, accepter les jugements, accepter la remise en question. Remettez-vous tout le temps en question. Pas trop non plus. Des fois, qu'il faut quand même. Enfin, la remise en question, faut savoir la jauger quand même, parce que trop de remise en question, on fait plus rien. Mais quand même, bien se remettre en question, persévérer au maximum, ne rien lâcher, retester. Aujourd'hui, on a des possibilités qui sont dingues. On va dans un monde de fous furieux. Dans quelques mois, quelques années, mon discours sera obsolète. Tellement on n'est pas prêt à ce qui va arriver, surtout en termes de digitalisation, d'IA, automatisation. Le futur va être impressionnant. Moi, il m'effraie. Et en même temps, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Pour tout plein de raisons. Pareil. Mais ça va ouvrir tellement d'opportunités à tellement de gens qu'il faut prendre le créneau maintenant. Et même, j'ai envie de dire, même en termes d'éducation, il faudrait mettre les enfants aussi, commencer à les intégrer à tout ça et à en parler beaucoup plus rapidement que simplement rester dans des bouquins d'histoire à l'ancienne. Il faut vraiment que... ça va être un discours un peu plus global, limite sur l'humain et philosophique, mais il faut vraiment que l'humanité prenne un tournant très sérieux Avec la tendance actuelle. avec les tendances actuelles, avec avec tout ce qu'on a réussi à mettre en place. Je dis Tournez on, pas mais le dos. en termes d'humains, ne tournez pas le dos à ça, parce que dans tous les cas, vous allez devoir y faire face, comme Internet, comme tout le reste. Les gens qui Mais- disent oh ChatGPT, moi ça m'intéresse pas. Oh Ouais, là là, bah, juste de dire ça, c'est Tu seras ça va être compliqué pour réfractaire vous, et ça tu va être seras un compliqué. gilet jaune, certainement. Je critique pas les gilets jaunes, j'étais pour eux pendant un bout de temps, mais tu seras certainement quelqu'un qui va faire la grève parce que son métier va finir par mourir. C'est bien Pendant que certains vont se dire ah, mon métier va finir par mourir, je vais peut-être commencer à me diriger vers des futurs métiers, des futures formations qui pourront me donner accès à soit un futur métier, soit l'entrepreneuriat. On n'est pas tous faits pour entreprendre, mais En fait, Voilà. t'as voir le... deux types de personnes dans ce que tu dis. T'as les gens qui vont faire ce que tu dis là, Mm. et qui du coup, quand tu auras une nouvelle ère, donc comme il y a eu l'ère du Bitcoin, Mm. comme il y a eu les NFT aussi, ça a marché pour beaucoup de personnes, comme il y a eu l'ère de l'IA, etc. Internet. tu vois, Internet. Et Le nombre tu de vois- connards qui ont dit que ça marcherait pas. C'est ça. Et donc, tu as ces gens-là qui vont s'y intéresser avant et qui, du coup, vont en profiter. Et tu as ceux qui disent non, mais moi, je vais attendre qu'il y ait un nouveau truc là qui arrive. Ouais, mais sauf que quand on entend parler, c'est que ça y est, Mhm. c'est déjà trop tard. Et quand on a quand tu attends que l'autre fasse le nouveau truc avant toi, bah, il sera devant toi. Ouais, c'est Il sûr. sera devant toi, il va prendre le Sûr. truc avant toi. Donc voilà. Bah, après, peut-être, sauf s'il le fait mal et que tu te réveilles et que tu te dis, bon, je vais le faire aussi, bah, tu pourras rattraper le coup. Mais sinon, Et fin mot de Voilà. l'histoire, le meilleur conseil dans l'entrepreneuriat, je pense qu'on est tous d'accord, c'est déjà de faire quelque chose. Hein. C'est déjà de se bouger et de faire quelque chose. C'est ça le vrai. plus important. commencez par Ouais. déjà faire quelque chose tous les jours. Même, Arrêtez ouais. de parler, arrêtez de réfléchir, faites quelque chose. Faites. Je me Achetez rappelle. un nom de domaine, faites un Arrêtez truc. de Faites un théoriser. truc, ouais, faites un même tu lances ton business, mais t'as la flemme. Et moi je l'ai vu quand je créais mes boutiques au début, t'as un peu de flemme, t'as un peu de machin, mais fais un truc. Envoie un mail, modifie un truc Ouais. sur ta boutique, fais ça, fais un truc tous les jours, mets un pied dedans tous les jours, et persévère, et continue, et puis ouais, ne Et lâche ne rien, minimise pas l'importance d'être bien dans son corps, de faire du sport, de bien manger, de bien dormir, quoi. Ça joue aussi. de vivre dans un endroit qui te plaît, d'être dans une bonne configuration. Si tu habites avec ta nana ou ton mec et que tu t'engueules toute la journée, tu vas pas être dans une bonne configuration pour entreprendre. Il faut être bien dans son corps, il faut être bien dans sa vie pour pouvoir se prendre le temps de se dire allez, j'entreprends,
je me pose une discipline. Parce que se poser une discipline quand ton environnement il est compliqué, ça c'est un peu le deuxième conseil. Si je pouvais en donner un deuxième, c'est votre environnement est très important. Votre environnement de vie au quotidien est très important. Dégagez les nuisibles. Identifier et virer les nuisibles. Parce que quand t'entreprends, il y a tellement de choses à penser, tellement de choses à faire. T'as pas le temps pour t'embrouiller avec ton mec ou ta meuf toute la journée pour des histoires de machin. Voilà. Si vraiment tu veux entreprendre, il faut que tu sois dans la mesure, il faut que tu aies la capacité de virer les nuisibles. Ça, je le dis à moi, j'ai des potes qui ont des vies un peu compliquées, etc., qui me disent putain, mais j'ai envie de faire des choses, mais putain, machin. Mais je dis, mais vire ça, enlève ça de ta vie. Ah, mais lui, il me dit ci, lui, il me dit ça, bah arrête de lui parler. Ouais, arrête de lui parler. Et ouais, ça fait 6 mois avec ma meuf, on s'embrouille tous les jours, 2 fois par jour. Ouais, c'est pas totalement normal. Une relation, ça doit être facile. Enfin, bon, je vais pas rentrer là-dedans, mais voilà, les nuisibles. Voilà, entourez-vous de gens sains, de gens qui vous font du bien. N'hésitez pas à tout plaquer pour aller refaire votre vie ailleurs. Ça marche, ça fait peur, mais ça marche. Croyez en vous, croyez en le destin, croyez en le karma et faites. Et ne soyez pas lâches. C'est beau ça. Et faites. Ouais, C'est petit beau. short YouTube, qu'est-ce que tu veux. Ouais, c'est beau.